Le courage de dire non. La révolution d'Ibrahim Traoré. Dans la pénombre d'une aube naissante sur Ouagadougou, un homme se tient debout face à l'horizon. Ses bottes militaires foulent cette terre rouge, cette terre sacrée que Thomas Sankara avait autrefois arrosée de ses rêves et de son sang. Le vent du Sahel souffle sur son visage, portant avec lui les murmures de millions d'âmes fatiguées, de générations brisées par des promesses non tenues, de peuples étouffés sous le joug d'une servitude moderne et invisible. Cet homme n'est pas venu ici pour prononcer des discours creux. Il n'est pas venu négocier la dignité de son peuple comme une vulgaire marchandise sur un étalage de marché. Non, le capitaine Ibrahim Traoré est venu pour dire ce mot que l'Afrique a trop longtemps oublié, ce mot que les puissants redoutent plus que n'importe quelle armée. Non, ce simple mot résonne comme un coup de tonnerre dans le silence assourdissant de la soumission. Non à l'exploitation, non à l'humiliation, non aux bases militaires étrangères qui profanent la souveraineté nationale, non aux accords commerciaux qui étranglent l'économie locale, non à cette prétendue aide internationale qui transforme des nations entières en mendiants éternels. Le capitaine prononce ce mot avec la force d'un guerrier et la clarté d'un philosophe, car il sait qu'un peuple qui ne peut dire non n'est pas libre. Et la liberté, véritable, totale, inconditionnelle, c'est précisément ce pourquoi il a accepté de risquer sa vie. Regardez-le, observez ce jeune homme au regard de feu, aux gestes mesurés, à la voix posée mais ferme. Il ne porte pas de médaille clinquante sur sa poitrine. Il ne cherche pas les applaudissements des salons dorés de l'Occident. Il se tient simplement là, ancré dans la réalité de son pays, portant sur ses épaules le poids d'une nation qui a trop longtemps plié l'échine. Ibrahim Traoré incarne cette génération de la jeunesse africaine qui refuse de répéter les erreurs du passé, qui rejette les chaînes invisibles tissées par des décennies de néocolonialisme, qui ose imaginer un Burkina Faso différent, un Burkina Faso fier, debout, maître de son destin. Pour comprendre la révolution que représente cet homme, il faut plonger dans les profondeurs de l'histoire du Burkina Faso, cette nation au nom prophétique qui signifie littéralement « pays des hommes intègres ». Ce nom n'est pas un hasard. Il a été choisi par Thomas Sankara lui-même en 1984, lorsque ce jeune capitaine visionnaire a décidé de rompre avec l'héritage colonial et de rebaptiser la Haute-Volta. Sankara n'a pas simplement changé un nom sur une carte, il a changé l'âme d'une nation. Il a insufflé à son peuple une fierté africaine retrouvée, un sens de la dignité qui transcendait les frontières artificielles tracées par les colonisateurs européens lors de la conférence de Berlin. Sankara avait compris ce que beaucoup refusaient d'admettre. L'indépendance politique sans indépendance économique n'est qu'une illusion, un théâtre de marionnettes où les acteurs africains récitent des textes écrits dans des capitales étrangères. Il avait lancé des programmes révolutionnaires, vaccination massive de millions d'enfants, alphabétisation intensive, réforme agraire radicale, promotion des femmes à des postes de responsabilité, lutte acharnée contre la corruption. Pendant 4 années fulgurantes, le Burkina Faso est devenu un phare d'espoir pour toute l'Afrique. Puis vint cette terrible nuit d'octobre 1987, lorsque les balles ont fait taire la voix de Sankara. Son corps est tombé, mais ses idées, elles, sont restées debout, attendant patiemment dans le cœur du peuple burkinabé qu'un autre capitaine courageux vienne les réveiller. Des décennies ont passé, des présidents se sont succédés. Certains ont enrichi leurs comptes en banque suisse pendant que leur peuple creusait la terre aride à la recherche d'un peu d'eau potable. D'autres ont vendu les ressources nationales aux plus offrants, transformant l'or, l'uranium et le manganèse du Burkina Faso en palais luxueux pour quelques privilégiés pendant que la majorité survivait avec moins d'$1 par jour. Le terrorisme s'est installé, semant la mort et la désolation dans les régions du nord et de l'est. Les écoles ont fermé, les villages ont été abandonnés, des centaines de milliers de personnes ont fui leur foyer. Et pendant ce temps, les forces armées burkinabées manquaient d'équipement, de formation, de soutien, obligées de combattre des groupes lourdement armés avec des moyens dérisoires. C'est dans ce contexte de désespoir et de chaos qu'Ibrahim Traoré a émergé. Pas comme un politicien calculateur cherchant le pouvoir pour le pouvoir, pas comme un général assoiffé de gloire personnelle, mais comme un soldat qui en avait assez de voir ses frères d'armes tomber au combat sans les moyens de se défendre adéquatement. Comme un patriote qui ne supportait plus de voir son pays pillé, humilié, abandonné. Comme un fils du Burkina Faso qui refusait d'accepter que le destin de sa nation soit écrit ailleurs, dans des bureaux climatisés de Paris, de Bruxelles ou de Washington. Le 30 septembre 2022, lorsque Ibrahim Traoré a pris le pouvoir à l'âge de 34 ans, beaucoup dans les chancelleries occidentales ont levé les yeux au ciel. Un énième coup d'État africain, ont-ils pensé. Un jeune militaire inexpérimenté, qui sera facilement manipulable,
ont-ils espéré. Ils se trompaient profondément, car ce jeune capitaine portait en lui quelque chose que ni l'argent ni les menaces ne pouvaient acheter. Une conviction inébranlable dans la possibilité d'une Afrique différente, libre et prospère. L'idéologie du capitaine Traoré ne sort pas d'un manuel marxiste poussiéreux, ni d'une théorie économique élaborée dans une université américaine. Elle jaillit directement de la réalité vécue par des millions de Burkinabés. Elle se nourrit de la colère légitime face à l'injustice, de la douleur devant le sacrifice inutile de tant de vies, de l'espoir tenace qu'un autre monde est possible. Au cœur de sa vision se trouve une idée simple mais révolutionnaire. Le Burkina Faso doit appartenir aux Burkinabés, pas aux multinationales extractives qui emportent les richesses du sous-sol en ne laissant que des cratères béants et des rivières polluées. Pas aux puissances étrangères qui installent des bases militaires sous prétexte de combattre le terrorisme qu'elles ont souvent contribué à créer. Pas aux organisations internationales qui imposent des programmes d'ajustement structurel, transformant les nations en débitrices perpétuelles. Cette vision s'articule autour de plusieurs piliers fondamentaux. D'abord, la souveraineté nationale totale et non négociable. Traoré a compris que sans contrôle sur son territoire, ses ressources et ses décisions stratégiques, un pays ne peut prétendre à aucune forme de développement véritable. C'est pourquoi il a exigé le départ des forces françaises stationnées au Burkina Faso, rompant ainsi avec des décennies de dépendance militaire. Ce geste, audacieux et symbolique, a envoyé un message clair. L'ère du paternalisme colonial est terminée. Le Burkina Faso choisira désormais ses propres alliés, définira ses propres stratégies de sécurité, négociera ses partenariats d'égal à égal. Ensuite vient la justice économique. Traoré refuse l'idée qu'un pays assis sur des ressources minières considérables doive mendier des prêts auprès d'institutions financières internationales. Il rejette la logique qui veut que le Burkina Faso exporte son or brut pour qu'il soit transformé ailleurs, créant de la valeur et des emplois dans d'autres pays, pendant que les Burkinabés restent pauvres. Sa révolution économique vise à transformer localement les matières premières, à créer des industries nationales, à former une main-d'œuvre qualifiée capable de gérer ces industries, à garder la valeur ajoutée sur le territoire national. Le troisième pilier est le panafricanisme authentique. Contrairement aux discours creux prononcés lors de sommets internationaux, où des dirigeants africains posent pour les photographes avant de retourner à leur compromission, Traoré croit réellement à l'unité africaine. Il comprend que les frontières héritées de la colonisation sont des cicatrices artificielles sur le corps du continent, que les problèmes du Burkina Faso sont les problèmes du Mali, du Niger, de la Guinée, de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi il a œuvré à créer l'Alliance des États du Sahel avec le Mali et le Niger, une confédération qui vise à mutualiser les efforts de défense, à coordonner les politiques économiques, à parler d'une seule voix face aux tentatives de division et de domination extérieure. Mais au-delà de ces piliers stratégiques, il y a quelque chose de plus profond dans l'idéologie de Traoré. Il y a une dimension spirituelle, une croyance dans la capacité du peuple africain à se gouverner lui-même, à créer ses propres modèles de développement, à puiser dans ses traditions millénaires pour construire un avenir moderne. Il rejette cette idée toxique selon laquelle l'Afrique serait éternellement condamnée à copier l'Occident, à suivre des recettes toutes faites élaborées dans des contextes complètement différents. Il affirme avec force que l'Afrique a son propre génie, ses propres solutions, sa propre voie vers la prospérité. Si vous ressentez en ce moment même une étincelle d'espoir, si ces mots résonnent en vous comme un tambour de guerre contre la résignation, alors prenez un instant pour partager ce message. Parlez-en autour de vous. Faites savoir que quelque part au cœur de l'Afrique, des hommes et des femmes refusent de baisser les bras. Abonnez-vous à cette chaîne pour suivre cette révolution qui ne fait que commencer. Car chaque vue, chaque partage, est un acte de résistance contre le silence qu'on voudrait imposer à cette histoire. Le leadership d'Ibrahim Traoré ne ressemble à aucun autre. Dans un monde où les dirigeants africains sont souvent des hommes âgés, déconnectés des réalités de leur peuple, enfermés dans des palais présidentiels, entourés de hauts murs et de gardes armés, Traoré incarne la jeunesse africaine dans toute sa vitalité et sa détermination. À 36 ans, il appartient à cette génération qui a grandi avec Internet, qui a vu les images de la prospérité mondiale tout en vivant dans des conditions de précarité extrême, qui refuse d'accepter que son destin soit d'émigrer clandestinement vers l'Europe ou de survivre avec des emplois précaires. Regardez comment il s'habille. Pas de costume 3 pièces importé d'Italie, mais souvent un simple treillis militaire ou le faso d'Anfani, ce tissu traditionnel burkinabé que Sankara avait lui aussi adopté pour symboliser la fierté nationale et le rejet du luxe ostentatoire. Regardez comment il parle, pas le langage châtié et vide des diplomates professionnels, mais des mots directs, parfois crus,
qui vont droit au cœur des préoccupations du peuple. Il n'hésite pas à appeler un chat, à dénoncer l'hypocrisie des puissances occidentales qui prêchent la démocratie tout en soutenant des dictatures africaines qui parlent de droits humains, tout en vendant des armes aux groupes qui terrorisent les populations civiles. Cette authenticité crée un lien puissant avec la population, particulièrement avec la jeunesse burkinabé qui se reconnaît en lui. Quand Traoré parle des difficultés à trouver un emploi décent, les jeunes diplômés savent qu'il comprend leur frustration. Quand il évoque l'insécurité dans les zones rurales, les paysans qui ont fui leur village savent qu'il ne récite pas un discours écrit par des conseillers, mais qu'il parle d'une réalité qu'il connaît intimement. Quand il dénonce la corruption, les citoyens ordinaires qui ont dû payer des pots de vin pour accéder à des services publics de base savent qu'il est sincère dans sa volonté de changement. Mais Traoré ne se contente pas de parler, il agit. Il a lancé un vaste programme de recrutement et de formation de volontaires pour la défense de la patrie. Des civils qui, après un entraînement militaire de base, rejoignent les forces régulières pour défendre leur communauté contre les groupes terroristes. Certains critiques occidentaux ont dénoncé cette initiative comme de la militarisation dangereuse de la société. Mais pour les Burkinabés qui voyaient leur village attaqué sans que personne ne vienne à leur secours, cette mobilisation populaire représente enfin une chance de se défendre, de ne plus être des victimes passives. Il a également engagé une lutte sans merci contre la corruption qui gangrène l'administration publique. Des fonctionnaires véreux ont été limogés. Des contrats léonins signés par les régimes précédents ont été renégociés ou annulés. Des enquêtes ont été ouvertes sur les fortunes suspectes accumulées pendant des années de gouvernance opaque. Ces actions ne lui ont pas fait que des amis. Au contraire, elles lui ont créé des ennemis puissants, des gens qui avaient tout à perdre d'un véritable changement de système. La voix du peuple s'exprime à travers Traoré d'une manière rare en politique africaine contemporaine. Il ne prétend pas être un sauveur messianique descendu du ciel pour résoudre tous les problèmes. Il se présente humblement comme un serviteur du peuple, un instrument de la volonté collective de changement. Dans ses discours, il utilise constamment le « nous » plutôt que le « je », insistant sur le fait que cette révolution appartient au peuple burkinabé tout entier, pas à un individu. Il répète que son rôle est simplement de catalyser l'énergie populaire, de donner une direction à l'aspiration collective vers la liberté et la dignité. Cette humilité n'est pas de la fausse modestie. Traoré vit de manière relativement simple, évitant le faste qui caractérise souvent les dirigeants africains. Il travaille de longues heures, visite régulièrement les zones de combat pour être aux côtés des soldats, rencontre les communautés déplacées pour écouter directement leurs préoccupations. Cette proximité avec le peuple renforce sa légitimité bien au-delà de ce que pourrait offrir n'importe quelle élection formelle. Mais qu'on ne s'y trompe pas, cette douceur apparente cache une détermination d'acier. Traoré sait qu'il a des ennemis redoutables, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Il sait que l'histoire africaine est jonchée de cadavres de leaders progressistes qui ont osé défier l'ordre établi. Patrice Lumumba assassiné au Congo, Thomas Sankara abattu au Burkina Faso, Muammar Kadhafi lynché en Libye. La liste est longue et tragique, mais plutôt que de le paralyser, ce savoir semble renforcer sa résolution. Il a choisi de vivre debout plutôt que de survivre à genoux, et il est prêt à en payer le prix ultime si nécessaire. Les défis auxquels fait face Ibrahim Traoré sont titanesques. D'abord, il y a la question sécuritaire. Le terrorisme qui ravage le Burkina Faso ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. Les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont des sources de financement diverses, des armes sophistiquées, une idéologie qui leur permet de recruter parmi les jeunes désœuvrés et marginalisés. Combattre ces groupes nécessite non seulement une force militaire efficace, mais aussi une stratégie globale qui s'attaque aux causes profondes du terrorisme. La pauvreté, l'injustice, le manque d'éducation, le sentiment d'abandon par l'État. Traoré a hérité d'une armée affaiblie par des années de sous-investissement et de mauvaise gestion. Les soldats manquaient souvent de munitions, de véhicules fonctionnels, même parfois de nourriture. Le moral était au plus bas, après des attaques dévastatrices qui avaient coûté la vie à des centaines de militaires. Reconstruire cette armée, la rééquiper, la remotiver tout en menant simultanément des opérations contre les terroristes représente un défi logistique et psychologique immense. Ensuite, il y a la pression économique. Le Burkina Faso reste un pays parmi les plus pauvres du monde selon les indicateurs conventionnels. La majorité de la population vit de l'agriculture de subsistance, vulnérable aux aléas climatiques dans une région où la désertification progresse inexorablement. Les infrastructures sont insuffisantes. L'accès à l'électricité, à l'eau potable, aux soins de santé de qualité reste un luxe pour des millions de Burkinabés. Transformer cette économie
nécessitent des investissements massifs que le pays ne peut pas tous financer sur ses propres ressources, du moins pas à court terme. Mais le défi le plus redoutable vient être de l'extérieur. Les puissances occidentales, particulièrement la France, ne voient pas d'un bon œil l'émergence de dirigeants africains véritablement indépendants. Pendant des décennies, la France-Afrique a fonctionné selon un système bien rodé. Paris soutenait des dirigeants africains dociles qui, en échange, garantissaient l'accès aux ressources et maintenaient leur pays dans la zone d'influence française. Ce système a survécu aux indépendances formelles des années 60, se réinventant constamment pour s'adapter aux nouvelles réalités. Traoré menace directement ce système. En exigeant le départ des troupes françaises, en renégociant les contrats miniers, en se rapprochant de nouveaux partenaires comme la Russie et la Chine, il remet en question des décennies de domination. Les capitales occidentales ne resteront pas les bras croisés. Elles utiliseront tous les outils à leur disposition. Sanctions économiques déguisées en préoccupations humanitaires, financement d'opposition interne, campagne médiatique de désinformation présentant Traoré comme un dictateur ou un pantin de la Russie, pression diplomatique sur les pays voisins pour isoler le Burkina Faso. Certains murmurent parlent même de tentatives de déstabilisation plus directe. L'histoire a montré que lorsque la pression économique et diplomatique ne suffit pas à faire plier un dirigeant africain rebelle, des méthodes plus sombres peuvent être employées. Des groupes armés peuvent être soutenus en sous-main. Des officiers mécontents peuvent être encouragés à fomenter un coup d'État. Des assassinats peuvent être orchestrés puis attribués à des terroristes ou à des conflits internes. Traoré le sait. Il vit avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête chaque jour. À ces menaces externes s'ajoutent les résistants internes. Tous les Burkinabés ne soutiennent pas sa révolution. Il y a ceux qui ont prospéré sous l'ancien système et qui voient leurs privilèges menacés. Il y a les élites urbaines, éduquées en Occident, qui considèrent Traoré comme un militaire inculte, incapable de comprendre les subtilités de la gouvernance moderne. Il y a les politiciens de carrière, frustrés d'avoir été écartés du pouvoir. Il y a même des gens sincèrement inquiets des risques que prend le pays en défiant ouvertement les puissances occidentales. Gérer ces oppositions tout en évitant de tomber dans l'autoritarisme représente un équilibre délicat. Traoré doit montrer suffisamment de fermeté pour empêcher les sabotages et les déstabilisations, mais suffisamment d'ouverture pour ne pas aliéner les segments de la population qui ont des préoccupations légitimes. C'est une danse dangereuse sur le fil du rasoir, où un faux pas pourrait être fatal. Les sacrifices exigés par cette révolution sont immenses. Des soldats burkinabés meurent chaque semaine au combat. Des civils sont pris entre deux feux, victimes à la fois des terroristes et parfois des opérations militaires. L'économie souffre de l'insécurité qui paralyse de vastes régions du pays. Les investisseurs étrangers hésitent à s'engager dans un contexte aussi volatile. Les jeunes qui rêvaient d'emploi et de prospérité voient ces espoirs s'éloigner à mesure que la situation sécuritaire se détériore. Traoré ne cache pas ses difficultés. Il ne vend pas de rêves impossibles. Au contraire, il appelle son peuple à la patience, à la résilience, à comprendre que la véritable libération ne se fera pas en un jour, ni en un an. Il compare cette lutte à celle des générations qui ont combattu la colonisation, rappelant que l'indépendance a demandé des décennies de résistance, d'innombrables sacrifices, une détermination qui a survécu aux pires répressions. La génération actuelle, dit-il, doit se montrer digne de ses ancêtres qui ont payé de leur sang la liberté. Ce discours résonne particulièrement auprès de la jeunesse africaine, au-delà même des frontières du Burkina Faso. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, des jeunes gens regardent Traoré avec admiration et espoir. Au Mali, au Niger, en Guinée, en République démocratique du Congo, au Sénégal, partout où les populations sont fatiguées de dirigeants corrompus et soumis aux intérêts étrangers, le nom de Traoré circule comme un symbole de ce qui est possible. Sur les réseaux sociaux, sa photo circule accompagnée de slogans panafricanistes. Dans les universités, les étudiants débattent de son modèle de gouvernance. Dans les quartiers populaires, les jeunes voient en lui un héros qui leur ressemble, qui partage leur âge, leur frustration, leur désir de changement radical. Cette dimension panafricaine de l'impact de Traoré ne peut être sous-estimée. Il incarne une nouvelle génération de leaders africains qui n'ont pas connu la colonisation directe, mais qui en subissent les conséquences néocoloniales. Cette génération refuse les vieux compromis, rejette la mentalité de coloniser qui perdurait chez certains dirigeants de la génération précédente. Elle regarde l'histoire africaine non pas avec honte mais avec fierté, se rappelant les grands empires du Mali, du Ghana, du Songhai, les civilisations brillantes qui ont prospéré sur ce continent longtemps avant l'arrivée des Européens. En ce moment précis où vous lisez ces mots,
Des milliers de jeunes Africains à travers le continent rêvent de suivre les traces de Traoré. Si vous faites partie de cette jeunesse assoiffée de changement, si vous croyez qu'un autre destin est possible pour l'Afrique, alors engagez-vous, partagez ces idées, discutez-en avec vos amis, éduquez-vous sur l'histoire véritable de votre continent, celle qu'on ne vous enseigne pas dans les écoles encore influencées par les programmes coloniaux. Abonnez-vous à ce canal pour continuer à recevoir des contenus qui nourrissent cette flamme de la libération africaine. L'héritage spirituel de cette révolution dépasse largement le cadre politique ou économique. Ce que Traoré et les mouvements similaires à travers l'Afrique représentent, c'est une révolution de la conscience. C'est le rejet définitif du complexe d'infériorité que 5 siècles d'esclavage, de colonisation et de néocolonialisme ont tenté d'implanter dans l'esprit africain. C'est la réappropriation de la fierté africaine, de la certitude que ce continent et ses peuples ont autant de valeurs, autant de potentiel, autant de droits à la prospérité que n'importe quelle autre partie du monde. Cette dimension spirituelle est cruciale, car la bataille la plus importante ne se livre pas sur les champs de bataille militaires, mais dans les esprits et les cœurs. Tant que les Africains accepteront intérieurement l'idée de leur infériorité, tant qu'ils chercheront validation et approbation auprès de l'Occident, tant qu'ils croiront que tout ce qui vient d'Europe ou d'Amérique est nécessairement supérieur à ce qui est produit localement, aucune véritable libération ne sera possible. On peut chasser toutes les troupes étrangères, nationaliser toutes les ressources, renégocier tous les accords commerciaux, mais si la mentalité colonisée persiste, tôt ou tard, de nouvelles formes de domination s'installeront. C'est pourquoi le message de Traoré à la jeunesse africaine ne se limite pas à des questions de politique ou d'économie. C'est un message de transformation personnelle et collective. Il appelle chaque jeune Africain à devenir un agent de changement, à commencer par changer sa propre mentalité. Arrêter de blanchir sa peau pour ressembler aux standards de beauté européens. Arrêter de mépriser les langues africaines au profit du français ou de l'anglais. Arrêter de considérer l'émigration vers l'Europe comme le seul chemin vers le succès. Arrêter de penser que le développement signifie nécessairement copier le modèle occidental. Il invite plutôt à une reconnexion avec les valeurs africaines authentiques. L'Ubuntu, cette philosophie selon laquelle « je suis parce que nous sommes », qui place la communauté au centre plutôt que l'individualisme forcené du capitalisme occidental. Le respect des anciens et de la sagesse traditionnelle, non pas comme un retour nostalgique vers un passé idéalisé, mais comme une source d'inspiration pour construire un futur ancré dans l'identité africaine. La relation harmonieuse avec la nature, cette compréhension que l'humanité fait partie d'un écosystème plus vaste, plutôt que d'être au-dessus de lui, avec le droit de l'exploiter sans limite. Ce message spirituel résonne profondément, parce qu'il touche à quelque chose d'essentiel que la modernité matérialiste a tenté de détruire, le sens du sacré, la connexion à quelque chose de plus grand que soi-même. La révolution de Traoré ne promet pas simplement des routes mieux asphaltées et des hôpitaux mieux équipés, aussi importants que soient ses objectifs. Elle promet la restauration de la dignité, la reconquête de l'honneur, la possibilité pour chaque Burkinabé, chaque Africain, de marcher la tête haute dans ce monde en sachant qu'il n'est inférieur à personne. Cette dimension spirituelle explique aussi pourquoi tant de gens sont prêts à accepter les sacrifices que cette révolution exige. Si tout ce qui était en jeu n'était qu'une amélioration matérielle marginale, peu accepteraient de risquer leur vie. Mais quand il s'agit de dignité, de fierté, de liberté véritable, les êtres humains sont capables de sacrifices extraordinaires. L'histoire l'a montré maintes fois. Les gens mourront pour leurs idéaux, bien plus facilement qu'ils ne mourront pour un salaire légèrement supérieur. Traoré comprend cette dimension transcendante de la lutte. Dans ses discours, il fait souvent référence à Dieu, invoquant la protection divine sur le Burkina Faso et sa révolution. Ce n'est pas une manipulation cynique de la religiosité populaire, mais l'expression d'une foi authentique qui reconnaît les limites du pouvoir humain. Face à des adversaires aussi puissants que les anciennes puissances coloniales et leurs alliés, face à des défis aussi colossaux que ceux auxquels le Burkina Faso est confronté, compter uniquement sur les forces humaines serait présomptueux. Il faut aussi une dose de foi, la conviction que la justice finit par triompher, que les opprimés finissent par se libérer, que l'arc de l'histoire morale, pour paraphraser Martin Luther King, penche vers la justice même s'il est long. Le message à la jeunesse africaine est donc clair et urgent. Vous êtes les héritiers d'une longue lignée de résistants. Vos ancêtres ont survécu à l'horreur de l'esclavage. Ils ont résisté à la colonisation malgré une supériorité militaire écrasante des envahisseurs. Ils ont gardé vivante leur culture, leur langue, leurs traditions malgré tous les efforts pour les éradiquer. Ce sang de résistant coule dans vos veines. Ne le gaspillez pas en acceptant passivement le statu quo.
Ne laissez pas cette génération être celle qui abandonne, qui se résigne, qui accepte que l'Afrique reste éternellement à la périphérie du monde, fournisseur de matières premières et réceptacle de produits finis, manufacturés ailleurs. Chacun de vous a un rôle à jouer dans cette révolution. Vous n'avez pas besoin d'être président ou capitaine pour contribuer. L'enseignant qui éduque la prochaine génération sur la véritable histoire de l'Afrique, plutôt que la version édulcorée des manuels coloniaux, contribue à la révolution. L'entrepreneur qui crée une entreprise locale, utilisant les ressources africaines pour produire des biens pour le marché africain, contribue à la révolution. L'artiste qui célèbre la beauté noire dans ses œuvres plutôt que de perpétuer les standards esthétiques eurocentriques, contribue à la révolution. Le parent qui élève ses enfants dans la fierté de leur identité africaine plutôt que dans le complexe d'infériorité, contribue à la révolution. Ibrahim Traoré n'est qu'un homme. Il peut être arrêté, assassiné, renversé. Mais l'idée qu'il incarne, le mouvement qu'il catalyse, la conscience qu'il éveille, tout cela lui survivra. Les idées ne meurent pas avec leur porte-parole. Sankara est mort il y a plus de 30 ans, mais ses idées continuent d'inspirer de nouvelles générations. Patrice Lumumba a été assassiné en 1961, mais son rêve d'un Congo véritablement indépendant et souverain n'est pas mort. Kwame Nkrumah a été renversé et est mort en exil, mais sa vision panafricaine continue de guider les penseurs et activistes africains. La révolution de Traoré s'inscrit dans cette longue tradition de résistance africaine. Ce n'est pas un accident isolé, un simple coup d'État de plus dans l'histoire tumultueuse de l'Afrique post-coloniale. C'est une manifestation contemporaine d'une lutte qui dure depuis des siècles, la lutte des peuples africains pour contrôler leur propre destin. Cette lutte a connu des hauts et des bas, des victoires temporaires suivies de défaites amères, mais elle n'a jamais complètement cessé. À chaque génération, de nouveaux champions se lèvent pour porter le flambeau. Maintenant, dans les années 2020, alors que le monde traverse des transformations profondes, alors que l'ordre international établi après la Seconde Guerre mondiale vacille, alors que de nouveaux pôles de pouvoir émergent, l'Afrique a une occasion historique. Le continent peut saisir cette opportunité pour redéfinir sa place dans le monde, pour exiger un nouveau contrat social avec les puissances mondiales, pour s'affirmer non plus comme un objet passif de la géopolitique internationale, mais comme un acteur à part entière. Cette fenêtre d'opportunité ne restera pas ouverte indéfiniment. Les forces de l'ancien ordre travaillent déjà à la refermer. Elles utilisent tous les moyens à leur disposition pour maintenir l'Afrique dans sa position subalterne. Ajustements structurels qui paralysent les économies, dettes qui maintiennent les pays sous tutelle, interventions militaires déguisées en opérations humanitaires, soutien à des dictateurs dociles contre des leaders populaires mais indépendants, appropriation des ressources à travers des contrats inéquitables. Face à cette offensive multiforme, la résistance africaine doit elle aussi être multiforme. Elle doit combiner la fermeté politique de dirigeants comme Traoré, l'activisme populaire des mouvements citoyens, l'innovation économique des entrepreneurs locaux, la production culturelle des artistes qui réécrivent les narratifs dominants, l'excellence académique des intellectuels qui déconstruisent les théories racistes et néocoloniales. Tous ces fronts sont interconnectés. Aucun à lui seul ne suffira, mais ensemble, ils peuvent créer un mouvement irrésistible. Le Burkina Faso de Traoré devient ainsi un laboratoire, un exemple vivant de ce qui est possible quand un peuple décide de reprendre son destin en main. Les succès et les échecs de cette expérience fourniront des leçons précieuses pour d'autres nations africaines qui observent attentivement. Si le Burkina Faso réussit à vaincre le terrorisme, à développer son économie, à améliorer les conditions de vie de sa population tout en maintenant son indépendance, cela prouvera qu'une alternative est viable. D'autres pays seront encouragés à emprunter la même voie. Si par contre le Burkina Faso échoue, si le chaos s'installe, si l'économie s'effondre, les sceptiques auront des munitions pour discréditer toute tentative similaire ailleurs. C'est pourquoi les enjeux sont si élevés. Ce n'est pas seulement l'avenir du Burkina Faso qui se joue, mais dans une certaine mesure, l'avenir de tout le continent. Les yeux du monde sont tournés vers Ouagadougou. Les peuples africains regardent avec espoir. Les puissances occidentales regardent avec inquiétude. Les investisseurs regardent avec calcul. Les terroristes regardent avec hostilité. Tous attendent de voir si cette audacieuse expérience de souveraineté retrouvée peut réussir, ou si elle sera écrasée comme tant d'autres avant elle. Traoré porte ce poids immense sur ses épaules. Mais il ne le porte pas seul. Des millions de Burkinabés, des centaines de millions d'Africains, à travers le continent et la diaspora, le soutiennent en esprit, même s'ils ne peuvent pas tous être physiquement présents à ses côtés. Chaque fois qu'un jeune Africain refuse de blanchir sa peau, chaque fois qu'un étudiant africain choisit d'étudier l'histoire africaine plutôt que seulement l'histoire européenne, chaque fois qu'un entrepreneur africain crée une entreprise locale,
plutôt que de simplement devenir le représentant d'une multinationale étrangère. Chaque fois qu'un artiste africain célèbre la beauté noire, il ou elle contribue à cette révolution de la conscience que Traoré symbolise. Alors que ce texte approche de sa conclusion, il est temps de s'adresser directement à vous qui l'avez lu jusqu'ici. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, si vous sentez l'appel de cette révolution africaine, ne restez pas passif. L'histoire n'est pas écrite par ceux qui observent de la touche, mais par ceux qui descendent dans l'arène. Vous n'avez pas besoin d'être au Burkina Faso pour contribuer. Où que vous soyez, vous pouvez faire votre part. Éduquez-vous d'abord. Lisez l'histoire véritable de l'Afrique, pas celle édulcorée et eurocentrée qu'on enseigne dans trop d'écoles. Apprenez comment les grands empires africains fonctionnaient. Découvrez les contributions africaines à la civilisation mondiale que l'histoire dominante a effacées. Comprenez les mécanismes du néocolonialisme pour pouvoir les identifier et les combattre. Cette éducation est votre arme intellectuelle dans la lutte pour la libération. Ensuite, partagez cette connaissance. Parlez à vos amis, à votre famille, à vos communautés. Utilisez les réseaux sociaux pour amplifier les voix africaines authentiques, plutôt que de consommer passivement les narratifs occidentaux sur l'Afrique. Soutenez les médias africains indépendants qui racontent nos histoires de notre point de vue. Abonnez-vous aux canaux comme celui-ci, qui s'engagent à présenter la vérité, plutôt que la propagande. Soutenez économiquement l'Afrique. Achetez africain quand c'est possible. Soutenez les entreprises africaines. Investissez en Afrique si vous en avez les moyens. Le développement économique du continent ne viendra pas principalement de l'aide étrangère, mais des Africains qui investissent dans leur propre continent, qui créent des emplois, qui développent des industries locales, qui gardent la valeur ajoutée sur le continent. Enfin, gardez l'espoir vivant. Dans les moments sombres, quand les nouvelles du Burkina Faso, ou d'ailleurs en Afrique, semblent décourageantes, rappelez-vous que le changement véritable n'est jamais linéaire. Il y aura des revers, des défaites temporaires, des sacrifices douloureux, mais l'arc de l'histoire, ce long arc moral, penche vers la justice. Tous les empires tombent, toutes les dominations finissent. L'Empire romain est tombé, l'Empire britannique s'est effondré, l'Union soviétique a disparu. Le système néocolonial qui étouffe l'Afrique tombera aussi. Ce n'est qu'une question de temps et de volonté collective. Le courage de dire non, ce courage qu'incarne Ibrahim Traoré, n'est pas réservé aux présidents et aux capitaines. C'est un courage que chacun peut exercer dans sa propre vie. Dire non à l'intériorisation de l'infériorité. Dire non aux narratifs qui dépeignent l'Afrique uniquement comme un continent de misère et de chaos. Dire non au système qui perpétue l'exploitation. Dire non aux compromis qui sacrifient la dignité pour un confort temporaire. Ce non libérateur ouvre la porte à 1000 oui. Oui à la fierté africaine. Oui à l'innovation africaine. Oui à la beauté africaine. Oui à l'excellence africaine. Oui à un futur où les enfants africains grandiront en sachant qu'ils sont les égaux de n'importe quel autre enfant sur cette planète, qu'ils portent en eux le potentiel de devenir n'importe quoi, qu'ils n'ont pas à émigrer pour réaliser leurs rêves, parce que l'Afrique elle-même offre toutes les opportunités nécessaires. Le soleil se lève maintenant sur Ouagadougou. Dans les rues de la capitale burkinabé, des gens ordinaires se réveillent pour affronter une nouvelle journée pleine d'incertitudes, mais aussi d'espoir. Des soldats se préparent pour des opérations dangereuses contre les groupes terroristes. Des enseignants se dirigent vers des écoles dans des zones à risque, parce qu'ils croient que l'éducation est l'arme ultime contre l'obscurantisme. Des entrepreneurs lancent de petites entreprises malgré toutes les difficultés parce qu'ils croient en l'avenir de leur pays. Des mères allaitent leurs bébés en rêvant d'un Burkina Faso où leurs enfants n'auront pas à connaître la peur et la privation qu'elles ont connues. Et quelque part dans ce paysage, peut être dans un bureau modeste, peut être sur un terrain militaire, peut être en visite dans un village récemment libéré des terroristes, se tient le capitaine Ibrahim Traoré. Ses yeux balayent l'horizon. Il pense aux défis qui l'attendent. Il pense aux sacrifices déjà consentis et à ceux encore à venir. Il pense aux millions de Burkinabés qui comptent sur lui. Il pense aux générations futures qui jugeront les choix faits aujourd'hui. Et au milieu de toutes ces pensées, une conviction inébranlable demeure. Le Burkina Faso sera libre. L'Afrique sera libre. Cela prendra peu, être du temps. Cela exigera certainement des sacrifices. Mais cela arrivera, parce qu'une fois qu'un peuple décide de ne plus accepter les chaînes, aucune force au monde ne peut l'arrêter indéfiniment. C'est sur cette note d'espoir déterminée que se termine ce récit. Mais ce n'est pas vraiment une fin, c'est plutôt un commencement. Le début d'une prise de conscience pour vous qui avez lu ces mots. Le début d'un engagement peut être, si vous choisissez de répondre à l'appel. Le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique, une ère où la jeunesse africaine reprend en main son destin et écrit sa propre histoire, plutôt que de laisser d'autres l'écrire à sa place. Alors levez-vous, où que vous soyez, qui que vous soyez.
Si vous croyez en cette vision d'une Afrique libre, fière et prospère, levez-vous et agissez. Partagez ce message avec tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Abonnez-vous à ce canal pour ne manquer aucune partie de cette histoire épique qui continue de se dérouler. Et surtout, dans vos propres vies, trouvez ce courage de dire non à tout ce qui vous diminue et oui à tout ce qui vous élève. C'est ainsi, un acte de courage à la fois, une personne à la fois, que se construisent les révolutions véritables et durables. Le capitaine Ibrahim Traoré a montré le chemin. À nous maintenant de marcher sur cette route avec la même détermination, la même foi, le même amour pour notre continent et notre peuple. L'Afrique se lève. Êtes-vous prêt à vous lever avec elle,